Et on accueille maintenant notre invité sur cette antenne. C'est vous, Peymoun Azmoudeh. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Bienvenue sur cette antenne. On va ensemble commenter d'abord cet accord et la situation plus largement qui continue dans toute la région. Mais d'abord, le premier enseignement des dernières heures, c'est que la guerre n'est pas finie. Ouais, effectivement, la guerre n'est pas finie et je pense qu'il n'y a pas de surprise parce que déjà, on a vu cette semaine qu'un protocole d'accord, donc même pas un accord, un protocole d'accord a été négocié entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, mais pas Israël. Donc, on voit effectivement les résultats tout à fait logiques de l'incohérence, en fait, du désaccord stratégique qui existe aujourd'hui entre Washington et Tel Aviv. C'est que Donald Trump avait envie d'en finir avec cette guerre. Il avait envie d'en finir depuis le mois d'avril. Israël et Benjamin Netanyahu et son gouvernement, ils voulaient continuer. Donc là, effectivement, on voit en fait, auquel on s'attendait, c'était qu'Israël allait continuer ses opérations au Liban et toute la question du côté iranien et du côté américain et d'ailleurs du côté libanais, c'était de voir si Washington, en fait, a les moyens, a la volonté d'empêcher son allié de continuer ses opérations. Et jusqu'à maintenant, on voit que manifestement, c'est pas le cas. Et non seulement donc il a manifestement pas les moyens d'empêcher son allié de continuer ses opérations au Liban notamment, mais est-ce que précisément Israël agit de la sorte pour clairement torpiller ce processus engagé? Quelle est la lecture que vous faites, vous, Peymoun Azmoudeh? Je pense que c'est assez évident. Si vous voyez la réaction non seulement de Netanyahou, mais aussi de ses ministres et aussi de la presse, surtout la presse de droite et d'extrême droite israélienne, ils sont non seulement déçus, mais en colère par rapport aux résultats en fait des négociations entre Trump et la République islamique. Et donc, effectivement, Israël continue à jouer ses gages, notamment au Liban, notamment au sud Liban. Mais c'est une stratégie qui est extrêmement risquée parce que là, ce qu'on a vu en mois de février et de mars, c'était une coordination presque parfaite entre les forces armées des États-Unis et d'Israël dans la guerre contre l'Iran. Mais Donald Trump, d'ailleurs, l'a dit lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises, et il fait entendre de plus en plus ouvertement sa colère envers Netanyahou et son désaccord, en fait, avec les choix de Netanyahou et la façon dont il a été tiré dans cette guerre, euh, manifestement avec des fausses conclusions du côté israélien. Donc c'est extrêmement risqué pour Israël de effectivement continuer sur ce chemin si ça va nuire à son alliance avec les États-Unis, que d'ailleurs, je rappelle, est existentielle pour Israël. Venons-en à la situation d'abord en ce qui concerne l'Iran, Peymoun Azmoudeh. Le président américain, au moment de déclencher ses opérations avec Israël le 28 février dernier, avec quelques jours, quelques semaines plus tôt, promis aux Iraniens de venir les aider. L'aide est en route, avait-il dit. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir négocié avec ce même régime toujours en place, c'est un reniement ou une trahison? Comment vous l'avez accueilli? Je pense que carrément le peuple iranien a été trahi de tous les côtés. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Et je pense que malheureusement, pour moi, ce qui s'est passé en Iran depuis le mois de janvier, c'est peut-être un des exemples les plus meurtriers des mensonges et en fait du malhonnêteté de Donald Trump sur la scène américaine et internationale. Rappelons-nous que en janvier, donc on a vu les énormes manifestations dans toutes les villes d'Iran. Euh, Moi, je sais via mes contacts en Iran qu'au moins une partie de cette population qui a pris le risque de sortir dans la rue, ils ont pris cette décision en comprenant qu'effectivement, il y avait une sorte de protection internationale qui avait été accordée par le président américain via ses propos et via les menaces qu'il avait proférées envers le régime iranien. Et déjà, le fait de laisser le régime iranien couper Internet et tuer des milliers, des dizaines de milliers de manifestants iraniens dans le silence, de continuer à exécuter des douzaines
de manifestants, de militants, de prisonniers politiques iraniens au cours des dernières semaines. Et on va mettre un Pendant la visage guerre sur ce et que vous après. êtes en train de décrire, parce que c'est important, Pemo Nazmoudeh. Ce que vous êtes en train de dire, on va regarder l'illustration d'un cas qui a été identifié par notre ancienne correspondante en Iran. Le visage que vous voyez, c'est celui de Tahmineh Monzavi. Elle est photographe. Oui. La jeune femme a été condamnée à 74 coups de fouet, 2 ans d'interdiction de travailler et impossible pour elle de quitter l'Iran pour avoir filmé le concert d'une chanteuse iranienne sans voile. Il est important de mettre des noms et des visages aussi sur les victimes de cette répression. Quand on voit ça, on se dit tout ça pour ça. Quand on sait que le point 2 de cet accord sur 14 prévoit que les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran s'engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale et s'abstenir de toute ingérence dans les affaires de l'autre. Qu'est-ce que ça dit, ça, au-delà de la trahison que vous disiez? On est en train de les sacrifier, de les abandonner, les Iraniens à leur sort? Le piège se referme sur eux? Je pense que l'idée que Donald Trump se souciait du sort des Iraniens, même en janvier, même en février, effectivement, c'est une fausse idée. Et le fait que, je pense, une bonne partie de la population iranienne avait cru depuis des années, en fait, à cette idée que Donald Trump pourrait éventuellement être un allié du peuple iranien, pourrait être un sauveteur du peuple iranien. Les événements des derniers jours et effectivement le contenu de cet accord qui a enfin été dévoilé met à mal ou au moins met fin à cette mensonge en quelque sorte qui avait marqué une bonne partie de la société civile iranienne, je dois dire. Je pense que là, sur les désaccords qui existent aujourd'hui dans la diaspora, mais également en Iran sur la bonne stratégie, la bonne posture envers le régime, il y avait au moins une partie de la population iranienne qui voyait vraiment en Trump un ami, un allié. Et je pense que cet accord, si ça a un côté positif, et je dis côté positif, vraiment, c'est un peu tiré par les cheveux, mais peut-être ça va enfin mettre fin à cette idée et ça va permettre à l'ensemble de la population iranienne qui résiste au quotidien contre ce pouvoir théocratique et autoritaire de comprendre en fait, où ils en sont avec les États-Unis. Donc ça a peut-être un côté salutaire, mais effectivement, en fait, c'est une leçon qui a été apprise à un coût extrêmement élevé en termes de vie humaine. Bien sûr. Et la diaspora ici en France, comment voit-elle les choses? On a entendu le président de la République interroger sur ce protocole d'accord qui permet, dit-il, tout de même la réouverture du détroit d'Ormuz, qui n'avait jamais été fermé en réalité, qui permet aussi un cessez-le-feu au Liban. On l'a annoncé un peu plus tôt dans le journal, pas de cessez-le-feu respecté. Est-ce que la position française doit évoluer? Est-ce que la position française doit être davantage plus ferme? Qu'est-ce que vous espérez du côté français en ce qui concerne, encore une fois, cette population iranienne aujourd'hui abandonnée? Bien sûr. Pour moi, la position française, ou de toute façon la position européenne dans l'ensemble, doit prendre les leçons de ce qui s'est passé ailleurs dans la région. Donc nous, on a vu en Syrie, par exemple, ce qui s'est passé à partir de 2011. L'Europe a souhaité fermer les yeux et globalement laisser les Syriens gérer eux-mêmes ce qui est devenu une catastrophe humanitaire et humaine. Et finalement, on a vu en 2015 que laisser en fait les crises de la région rester dans la région, finalement, c'est pas un positionnement réaliste parce qu'à un moment donné, ça va finir chez nous. Donc, je pense que l'Europe, la France, l'Union européenne, l'Allemagne, les autres puissances du continent doivent voir la réalité de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. C'est que sans en fait un vrai changement de fond sur le politique du régime, en fait, sur le rapport de force entre la population et le régime, la situation en Iran ne va pas se stabiliser, même si on voit aujourd'hui la fin de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Les conditions économiques et sociétales qui ont produit ces manifestations en janvier et qui ont été réprimées par le sang existent toujours. Et bon, moi j'ai beaucoup de mal à croire que, même si c'est marqué dans le protocole d'accord, que l'Iran va recevoir 300 millions d'investissements, j'ai beaucoup de mal à croire que la situation économique en Iran va changer du jour au lendemain. Donc la Merci. pression va rester toujours aussi forte et l'Europe doit voir comment elle peut se ranger du On a côté du peuple iranien pour ne pas revoir des crises qu'on a vues ailleurs dans la Merci, région. Pemo Nazmoudeh. On a compris vos réserves et vos inquiétudes aussi. Vous êtes consultant géopolitique chez Forward Global. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.